Bonsoir et bienvenue dans l'Angle Éco, le magazine qui traite des questions économiques, financières et boursières que vous offre la télévision nationale. Le saviez-vous, le Bénin est de plein pied dans l'organisation de la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitation RGPH5. Cette opération est conduite par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD. Ce soir, dans l'Angle Éco, je vous propose d'en savoir un peu plus sur le recensement général de la population et de l'habitation et en quoi il consiste véritablement dans le processus du développement du Bénin. Dans la chronique « À l'heure des réformes », je recevrai pour vous le directeur général de l'INSTAD. Mais avant de vous offrir le quart d'heure d'entretien avec Laurent Roussat, je vous propose de suivre d'abord le résumé des grands faits économiques de la semaine. Regardez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le rendez-vous du billet économique de ce jour. Au chapitre des informations à caractère économique, retenez que le directeur général des douanes s'est prononcé sur les rumeurs annonçant l'augmentation des prix sur les produits à partir du 1er octobre 2022. La douane n'a aucun pouvoir pour augmenter les prix, a déclaré Alain Rincati face aux importateurs. Les opérations techniques en cours visent à se conformer progressivement aux pratiques du commerce international en matière d'évaluation douanière et aux engagements internationaux du Bénin. Cette exigence de transparence et d'amélioration de l'environnement des affaires n'entraîne nullement l'aggravation de l'exposition des populations aux chocs exogènes auxquels font face tous les États. Le gouvernement du Bénin veille au soutien des populations à travers une surveillance de l'évolution des prix internationaux des denrées de première nécessité et l'adoption des mesures pertinentes d'atténuation chaque fois que nécessaire. Loin du Bénin, en Angola plus précisément, la monnaie nationale s'est appréciée de près de 30% par rapport au dollar depuis le début de l'année, tandis que l'inflation est repassée sous la barre de 20% pour la première fois en plus de 2 ans. La Banque centrale angolaise a annoncé la première révision à la baisse de son taux d'intérêt depuis mai 2019, allant à contre-courant de la tendance mondiale de resserrement des politiques monétaires destinées à juguler l'inflation. L'institution a ramené le taux directeur à 19,5% contre 20% auparavant. La baisse de l'inflation pourrait contribuer à soutenir la croissance économique qui devrait passer de 0,7% en 2021 à 3% en 2022 selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI. L'économie angolaise avait sombré dans une grave récession entre 2016 et 2020 dans le sillage de la chute des prix du pétrole qui représente 90% des exportations du pays. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré que le relèvement des taux directeurs des banques centrales dans les pays développés a des effets assez graves sur les pays en développement, appelant les instituts d'émission à renoncer au resserrement de leur politique monétaire lorsque l'inflation est provoquée par des facteurs liés à l'offre. Les banques centrales n'ont pas vraiment d'autre choix qu'augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, mais les répercussions de cette hausse sur les pays en développement sont assez graves, a-t-elle déclaré à l'ouverture du Forum public annuel de l'OMC à Genève. La patronne de l'OMC a d'autre part prédit une récession mondiale alors que le monde fait face à des crises multiples. Dernière information dans ce billet économique, la Chine accueille favorablement l'intérêt exprimé par l'Algérie pour une adhésion au groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le chef de la diplomatie chinoise a également indiqué que Pékin appréciait le soutien apporté par Alger à l'initiative pour le développement mondial proposée par le président chinois en septembre 2021, tout en notant que l'Algérie est un grand pays en développement et un représentant des économies émergentes. Le président algérien avait déclaré fin juillet dernier que son pays était intéressé par une adhésion au BRICS.
Je vous propose à présent de parcourir quelques marchés de notre pays pour obtenir les prix auxquels sont vendus les produits sur les étalages. Le tour habituel dans nos marchés, c'est à travers cette compilation que nous vous proposons. Je vous retrouve à présent dans la chronique des matières premières pour vous donner une idée des prix des produits disponibles sur le marché. Pour rappel, nous avons effectué nos observations dans les marchés suivants. À Cotonou, dans le marché d'Antokwa. Dans la ville capitale, c'est le marché de Wando qui nous accueille. À Parakou, nous avons recueilli les prix des produits au marché Arzeke. À Natitengu, nos équipes se sont rendues au marché Saint-Kouagou. À Lokossa, au marché Nestor d'Almeida et enfin dans le marché de Boïkon. De nos observations, il ressort que les prix du maïs séché en grains ont enregistré une baisse dans les marchés des villes de Boïkon. 155 francs CFA, Lokossa 244 francs CFA et Cotonou 223 francs CFA. Par contre, les prix sont restés presque constants dans les villes de Porto Novo, 227 francs CFA, Parakou, 244 francs CFA et Natitengu, 210 francs CFA le kilogramme. Le repli des prix observé à la baisse est lié à la disponibilité progressive de la denrée alimentaire sur les marchés. Intéressons-nous maintenant au prix de l'igname. Les prix de l'igname sont en repli dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, à Cotonou, la denrée alimentaire est vendue à 391 francs CFA, à Parakou 392 francs CFA, Natitengu 220 francs CFA, Porto Novo 501 francs CFA, Boïkon 288 francs CFA et Lokossa 502 francs CFA. Les variations des prix observées à la baisse sont dues à un début de récolte du produit. Quant à la tomate fraîche, les prix ont connu une baisse dans les marchés de toutes les villes visitées. Le repli des prix est dû à la période d'abondance de la denrée sur les marchés. Ainsi, les prix se présentent comme suit. À Cotonou, 271 francs CFA. À Porto Novo, 322 francs CFA. Parakou, 395 francs CFA. Natitengu, 463 francs CFA. Boïkon, 215 francs CFA. Et Lokossa, 212 francs CFA le kilogramme. Intéressons-nous à présent au piment frais. Les prix du kilogramme du piment frais sont en baisse dans les villes de Cotonou, 654 francs CFA, Porto Novo, 600 francs CFA, Boïkon, 579 francs CFA et Lokossa, 533 francs CFA. Par contre, les prix sont presque constants dans les marchés des villes de Parakou, 748 francs CFA et Natitengu, 881 francs CFA. Précisons que les variations des prix observés sont liées à la disponibilité du produit. Bouclons ce tour des prix des produits sur le marché par l'oignon frais. Les prix du kilogramme de l'oignon frais sont en hausse dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, on a observé à Cotonou 674 francs CFA, à Porto Novo 670 francs CFA, à Parakou 536 francs CFA, à Natitengu 614 francs CFA, à Boïkon 592 francs CFA et à Lokossa 557 francs CFA. Les variations des prix à la hausse sont dues à la baisse de l'offre du produit sur les marchés. Ainsi se présente l'état des prix des produits sur le marché. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Ce nouveau numéro de l'Angleco s'intéresse à la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitation RGPH5. Cette opération est conduite par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD. Quelles sont les étapes de ce processus et doit-on forcément s'inscrire auprès des agents recenseurs? Le directeur général de l'INSTAD est mon invité. Je vous invite à suivre. Bonsoir, M. Roussa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous concrètement, c'est quoi le RGPH5 et quelle différence avec les autres opérations de collecte de données dans le pays qu'on a connues par le passé? Le recensement général de la population, c'est une collecte d'informations, informations socio-démographiques, économiques,
auprès de la population, des ménages et la composition de ces ménages. Est-ce que le niveau de vie de ces ménages, tout ça là, nous devons les collecter, les analyser et les publier. Et cela nous donnera l'information sur l'effectif de la population du Bénin à un instant donné. Très bien. Cette opération, elle est différente. En quoi elle est différente? Elle est différente parce que vous entendez, on a fait le recensement des artisans par ici, il y a eu le RAVIP. Bien sûr. Je prends le cas du RAVIP, ça c'est un recensement administratif qui a pour vocation de prendre les informations sur la population des individus. Ça permet de faire les cartes d'identité, les actes de naissance. Les informations que nous collectons ici, c'est des informations qui permettent d'avoir des indicateurs sur le pays. Les indicateurs sociaux, économiques et démographiques. La répartition de la population par type d'âge, la répartition de la population par activité professionnelle, la répartition de la population par zone, c'est avec l'opération de recensement général de la population qu'on le fait. Et en dehors de ça, vous voyez, il y a le sigle H qui dit habitation. Habitation, oui. Cela permet de dire exactement dans quel type d'habitation se retrouvent les ménages que nous sommes allés regarder. Est-ce que ces habitations permettent de les classer, par exemple, dans la classe moyenne, dans la classe supérieure, ainsi de suite. Donc c'est une opération de grande envergure, de très grande envergure, qui nous amènera à passer de maison à maison, d'individu à individu, pour pouvoir capter les caractéristiques de notre population. Et bien, quand nous aurons fini d'avoir ces informations, et que ces informations seront disponibles, toute politique économique, toute politique sociale, toute politique démographique partira des mains de ces informations-là. Nous sommes en train de faire la 5e édition. Si vous suivez bien, vous allez voir que c'est un intervalle de 10 ans. Parce que les données, là, quand on les collecte, elles ne sont pas vieilles d'ici à là. Si vous vous mettez à collecter les mêmes informations, d'abord, vous allez fatiguer la population. Or, ces informations, c'est des informations qui ne bougent pas fondamentalement. Opération de grande envergure, dites-vous, mais quelles sont les étapes ou les phases de cette opération dont le processus est en cours? Bien, c'est un processus que nous avons commencé au Bénin depuis 2020. Okay. Il y a d'abord la phase préparatoire, donc les différents documents qui vont permettre de faire le plaidoyer auprès du gouvernement, les différents actes que nous devons présenter au gouvernement, il y a cette phase-là qui a eu lieu. Ça a permis de mettre à la disposition du gouvernement tout le plaidoyer, tout le document que nous... Et donc, il y a eu un décret qui a été pris en juillet. Ce décret organise le processus de recensement dans notre pays en 2023. D'accord. Après cette phase, il y a ce qu'on appelle la préparation, c'est-à-dire on essaye de voir comment est-ce qu'il faut cartographier tout le pays. Okay. C'est-à-dire comment dispatcher les différentes zones de dénombrement. Donc, il y a cette phase de cartographie qu'on appelle la cartographie censitaire. Après cette cartographie, nous allons aborder ce qu'on appelle le recensement pilote. D'accord. Donc, nous allons prendre quelques zones et faire l'opération de recensement général de la population, c'est-à-dire dans un truc micro. D'accord. Pour voir est-ce que nous avons abouti aux objectifs qu'on devait atteindre au niveau national. Est-ce qu'au niveau de ce cadre-là que nous avons retenu, nous avons atteint les objectifs? Est-ce que les questionnaires que nous avons préparés, les outils de prise de contact, de prise de renseignements que nous avons utilisés, est-ce qu'il y a eu des défauts? Est-ce qu'il y a eu des défaillances? Est-ce qu'il y a eu des corrections à faire? On le fait. Et après ça, maintenant, on fait le dénombrement même. Très bien. Après cette correction, nous allons lancer le dénombrement même. Et le dénombrement prend en compte, en fait, toute la population. Oui. Là, on élargit l'opération qu'on a eu à faire à la partie micro, on l'élargit à l'ensemble du territoire
nationale. Nous allons couvrir l'ensemble des 12 départements du pays, les 77 communes du Bénin. Et donc, quand nous avons fait ça, nous avons collecté les informations, nous faisons encore une autre opération que nous appelons une enquête censitaire, juste pour pouvoir ajuster, peut-être qu'il y a des choses que nous aurions oubliées, et tout ça. Donc, quand nous avons fait ça, nous passons au traitement des données. Nous les traitons, nous les organisons, et puis nous essayons de sortir le chiffre de la population. Puisque très souvent, quand on dit recensement de la population, c'est à ça que tout le monde s'attend, combien nous sommes. Exactement. Voilà. Donc, à cette étape, nous allons au moins communiquer cette information. Et après, maintenant, nous allons passer à la phase de publication et à la phase de dissémination au niveau des... Vous dites, nous allons dans les départements, vous, dans votre département, voilà, vous êtes combien, nombre de femmes, nombre d'hommes, nombre d'enfants de tel âge, ainsi de suite. Vous l'aviez précisé à l'entame de cet entretien, nous sommes à la 5e édition. Mais pour cette 5e édition, quelles sont les originalités qui sont introduites dans ce nouveau processus-là? L'originalité première, c'est que toute l'opération sera faite avec les nouvelles technologies. Comment? Nous n'irons pas collecter les informations chez les gens avec des papiers, non. Ah bon? Tout sera digitalisé. Et au fur et à mesure que nous prenons les informations, nous avons une base de données derrière qui récupère les informations. Et je vais vous dire, quand vous prenez le recensement, le dernier recensement de la population, le travail du terrain seul a fait près de 3 mois. Mais nous, dans la programmation que nous avons là, le travail du terrain fera 2 semaines. Pourquoi? Simplement parce que tout le processus est digitalisé. La digitalisation, les gens vont penser que c'est seulement pour la collecte des informations. Aujourd'hui, les zones de dénombrement dont je parlais tout à l'heure, on ne les fera plus de façon avec les dessins. Non. Nous avons acquis les logiciels qu'il faut désormais pour pouvoir le faire. Les formations sont en cours actuellement. Parce que j'allais vous demander, est-ce que les gens sont formés pour ça? Les formations sont en cours actuellement. Et tout ça là fera que nous aurons un gain de temps très impressionnant. Et moins de dépenses également. Et moins de dépenses. Ouais. Bon, au départ, pas moins de dépenses, simplement parce que nous allons faire intervenir un peu plus de la technologie. Mais c'est que quand nous aurons acquis cette technologie, que désormais, cette opération sera aussi, comme nos amis honoreuse pour nous. Donc, l'intervention de la digitalisation dans cette opération va beaucoup aider à ce que l'information soit disponible dans un temps très record. À la date d'aujourd'hui, monsieur le directeur général, de façon concrète, de façon précise, où en sommes-nous dans ce processus, dans l'organisation de cette 5e édition du recensement? À la date d'aujourd'hui, nous sommes dans la phase de formation. Formation. Formation de ceux qui vont iront sur le piloter, terrain. non, pas encore, ceux qui vont piloter l'opération. Parce qu'il leur faut connaître exactement ce qu'ils veulent piloter. Il leur faut connaître, c'est eux qui diront après à ceux qui seront sur le terrain, il faut aller dans ce sens, il faut revenir, il faut corriger ça. Donc, quand eux, ils seront bien formés, après ça, nous sommes aussi dans le cadre de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser les ressources pouvant nous permettre d'atteindre nos objectifs. L'accompagnement nécessaire, nous l'avons pour pouvoir évoluer. Et donc, l'essentiel maintenant, c'est, j'ai dit, l'État a donné 40%. C'est sur 40% qu'il s'est engagé. L'argent est déjà dans les comptes de l'Institut. Donc, nous battons maintenant pour que le reste sur lequel les partenaires se sont engagés, qu'eux aussi, ils mettent ça à notre disposition. Mais nous n'allons pas attendre que toutes ces ressources-là arrivent. Nous avons démarré les opérations puisque nous savons que avec les ressources de l'État, on peut aller très loin. Et donc, nous sommes en train d'y aller. Alors, sur le terrain, quelle sera la réaction ou comment les agents devront se comporter? Les agents du terrain doivent normalement très bien se comporter. Très bien. Très bien se comporter et sensibiliser la population à communiquer les informations, à nous dire exactement ce qu'il y a. Parce que c'est comme une photographie de notre pays qu'on veut faire à un instant T. S'ils mentent, c'est sur ce mensonge-là que désormais, toutes les politiques que le Bénin fera
seront menées. Donc, on a intérêt à dire ce qu'il y a, à dire la vérité. Il faut que la population collabore. Les agences seront formées à venir même de nuit, comme de jour, pour pouvoir collecter les informations. Eux-mêmes debout, ils doivent pouvoir dire la maison que j'ai vue, c'est tôle qu'il y a dessus, c'est tube qu'il y a dessus. Dans la maison, il y a des salons en cuir, il y a des salons. Ils voient. Donc, il faut que les gens les accompagnent pour que nous puissions avoir des informations vraiment fiables à communiquer et que notre base de données soit une base de données vraiment normale et appréciée de tout le monde. Désormais, les différentes politiques que le gouvernement voudra mener, il faut que ces politiques-là soient basées sur des chiffres réels et des chiffres appréciables. D'accord. Alors, l'opération démarre quand, concrètement, sur le terrain? Pour nous, l'opération démarre en février sur le terrain. Très bien. Parfait. Monsieur le directeur général, nous sommes au terme de cet entretien. Je vais vous laisser conclure. Bien, ma conclusion, c'est que je voudrais demander à toute la population béninoise de coopérer pour que nous puissions réussir cette opération. C'est une opération pour notre pays, ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour le gouvernement, non, c'est pour le pays. Il y a une différence, c'est pour le pays. Il faut que les gens vraiment collaborent. J'invite les différents responsables à divers niveaux, que ce soit les préfets, les maires, les chefs d'arrondissement, à nous accompagner pour que la population puisse intégrer cette opération d'envergure que nous voulons engager dans notre pays. Cela ne se fait pas tous les ans, qui sera répété 10 ans après. Merci d'être passé. Les nouvelles boursières à présent. Et dans ce nouveau numéro de l'Angle Éco, aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur l'indice boursier. Regardez. Un indice boursier, c'est un panier des actions des entreprises cotées à la bourse. Cet indice boursier a une valeur qui se calcule de différentes manières. Mais de façon générale, c'est la moyenne des prix des actions de ces entreprises-là contenues dans cet indice boursier. L'indice boursier traduit la performance d'un marché boursier et c'est généralement très suivi par les investisseurs. Évidemment, comme vous le savez, la bourse, c'est un marché de l'offre et de la demande. Et donc, pour faire des transactions, il faut tenir compte de certains indices, dont l'indice boursier. Et donc, cette performance est très suivie et très importante pour les investisseurs et dénote du dynamisme de ce marché boursier. On en a beaucoup. On a des indices sectoriels, par exemple. Vous pouvez avoir les indices du secteur industrie, du secteur de la finance, du secteur de la santé, etc. Vous avez dû entendre parler, par exemple, du Dow Jones, qui est un indice boursier le plus ancien du marché américain. Vous avez le Nasdaq, qui est un indice, mais avec un accent sur les sociétés technologiques. Dans le Nasdaq, vous avez par exemple Apple, vous avez Amazon, vous avez Netflix, vous avez Google, vous avez Facebook. Et vous avez entendu parler certainement du CAC 40, qui est un indice boursier des 40 entreprises les plus performantes et qui sont cotées sur la bourse de la France. Vous avez entendu parler certainement du S&P, Standard & Poor's 500. Les 500, ça veut dire les 500 entreprises les plus performantes au niveau du marché boursier américain. Et en ce qui concerne notre marché, la BRVM, vous avez les indices sectoriels, mais également deux principaux indices, à savoir la BRVM-C, qu'on appelle C, ça veut dire composite, donc qui comprend toutes les valeurs de toutes les entreprises cotées. Et vous avez la BRVM-10, qui comprend les 10 valeurs les plus actives.
Et dans le mot de l'écho aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'un concept tout spécial. Il s'agit de l'élasticité. Que peut-on y comprendre et quels en sont les déterminants? Réponse dans cette chronique. Le concept d'élasticité est un concept très vaste et incontournable dans l'analyse économique ou dans l'analyse en gestion. L'élasticité est un indicateur qui permet de mesurer ou d'apprécier la sensibilité des acteurs, que ce soit du point de vue de l'offre ou de la demande, face aux modifications des conditions de marché. Alors, nous pouvons distinguer l'élasticité prix de la demande, l'élasticité prix croisé de deux biens et l'élasticité revenu. Alors, l'élasticité prix de la demande nous permet de pouvoir retenir est-ce que c'est un bien élastique, un bien inélastique, et ça permet même d'aller loin, d'identifier un peu les biens appelés les biens de Giffen. Ça, c'est les biens de première nécessité. Ces biens constituent les biens dont la quantité, lorsque la quantité augmente, c'est que le prix diminue. Ou bien lorsqu'on augmente les prix, la quantité pour ces biens-là diminue. Les biens qui ne sont pas de Giffen, c'est peut-être les biens de Veblen. Les biens Veblen, c'est les biens dont la quantité augmente au même moment que les prix. Lorsque nous abordons l'élasticité prix croisé, là, nous sommes en train de faire allusion à deux biens. Ça permet de pouvoir apprécier la variation de la quantité d'un bien avec la variation des prix d'un autre bien. Cela permettra de dire est-ce que les biens sont substituables ou bien sont complémentaires. C'est comme l'eau et la boisson. Dans quel cas les gens peuvent avoir préférence à l'eau, à la boisson. Le dernier cas, c'est l'élasticité revenu. Cette élasticité permet d'apprécier toute augmentation de revenus, son impact sur la consommation de certains biens. Et c'est le cas peut-être au niveau des fonctionnaires. Et c'est la fin de ce rendez-vous de l'économie sur l'ORTB. Merci de nous avoir suivis dans l'angle écho. Retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube de l'ORTB. À bientôt.